Les réseaux sociaux repoussent chaque jour un peu plus les limites de l'exposition de la vie privée. Entre liberté individuelle, respect de la pudeur et protection de l'ordre public, où le droit trace-t-il la limite? Mœurs, pudeur et liberté, on en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. On parle ce jour des mœurs, de la pudeur et des libertés. Chacun est-il libre de publier sur les réseaux sociaux tout ce qu'il veut? Où la loi doit-elle fixer les limites? Pour nous éclairer, je reçois sur ce plateau Maître Yves Badi. Il est avocat au barreau du Cameroun. Maître, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Oriane, bonjour et bonjour à tous vos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, pour nous éclairer sur le thème débattu aujourd'hui, je vous propose de regarder cet élément et nous revenons juste après. C'est anormal que aujourd'hui, je trouve peut-être mon fils en train de publier n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Et quand il publie comme ça, là, et puis quelque part, normalement, c'est pas bon. Et un 4 matin comme ça, là, on peut peut-être venir, m'interpeller en disant que voilà, mon fils a publié n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Pour moi, je trouve ça vraiment anormal. D'après moi, n'importe qui n'est pas libre de publier sur les réseaux sociaux ce qu'il veut parce que on prend compte de nos petits frères qui sont en train d'arriver demain. Dans les normes, la loi devait poursuivre les gens qui publient. Avant de publier quelque chose, on doit se renseigner et vérifier aussi ce que la loi exige de faire avant de faire quelque chose. On ne doit pas seulement se lever un matin, tu publies ce que tu veux parce que tu veux te faire plaisir. Non. Pour moi, tout ce qu'on peut publier, il faut que ça soit quelque chose qui va éduquer, quelque chose où pour les informations, mais on ne peut pas prendre n'importe quoi pour publier dans les réseaux sociaux. C'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je trouve que c'est pas bon pour moi. Parce que mon problème, si je veux publier quelque chose, je sais ce que je veux publier. Je publie ce qui est aidable. Ce que je sais que ça peut aider le lendemain. Pas qu'on va arriver quelque part, on trouve quelque chose, on publie seulement dans les réseaux sociaux. C'est pas normal. Non, selon moi, ce n'est pas approprié en fait de publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que déjà, c'est vrai que chacun a son téléphone personnel, mais c'est quelque chose qui peut heurter la sensibilité d'un millier de personnes. Moi, je dirais même qu'on devrait supprimer les réseaux sociaux comme TikTok, Facebook, ou bien supprimer certains comptes qui publient n'importe quoi sur les réseaux. À mon humble avis, non. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui heurtent la sensibilité des publics et ce n'est pas éducatif. Parce que de nos jours, tout le monde possède un téléphone, même les plus petits. En fonction de ce qu'on publie, ça peut les impacter négativement. Bien vrai qu'il y a des trucs qui impactent aussi positivement, mais il y a, dans les réseaux sociaux, de nos jours, impactent plus négativement que positivement selon les observations. Bon, je pense qu'il existe certaines lois qui fixent ces limites-là, mais on doit ajouter. Parce que une personne est capable de porter plainte de BDS, on l'a filmé sans son comportement, sans son consentement. Donc, mais je vois que ces lois ne sont pas assez mises rigides. Donc on doit mettre des nouvelles lois en vigueur afin de sanctionner vraiment. Oui, à mon avis, tout le monde n'est pas libre. En fait, tout le monde n'est pas libre de publier tout sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je pense que chaque personne a sa vie intime. Chaque personne a sa vie, oui, a sa vie privée, voilà. Et le problème maintenant, c'est que de nos jours, les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi, tu vois. Les gens balancent les nudités, les gens balancent des trucs qui sont même censés être privés, qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Et ça atteint les mœurs, quoi. Nous savons que de nos jours, il y a même des jeunes enfants qui ont des Android et qui, de temps à autre, se baladent sur les réseaux sociaux, peut-être pour nous se divertir. Et rendez-vous compte que
dans ce divertissement-là, ils tombent sur des trucs vraiment pas commodes. Vous voyez que ça affecte les mœurs. Et moi, je pense que on ne doit pas tout balancer sur les réseaux sociaux. Alors, maître, il semble unanime sur la question. Est-ce que vous êtes du même avis? Je pense que de façon générale, ils sont, tels que vous le dites, effectivement unanimes sur la question, en ce qu'il convient de maîtriser un peu l'usage des réseaux sociaux, notamment à travers les différentes publications. Alors, dites-nous, en droit camerounais, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans les notions de mœurs, de pudeur et de bonnes mœurs même? Alors, c'est vrai qu'on entend régulièrement ces différentes notions, Oriane, les mœurs, l'outrage, la pudeur. Il faut entendre, par exemple, par outrage, une insulte, un affront, par des paroles, des écrits ou même des images qui portent atteinte à la dignité d'une personne ou à son honneur. La pudeur, quant à elle, c'est la situation de gêne, c'est ce sentiment de gêne ou de honte que l'on ressent à vivre une situation plus ou moins indécente ou à être témoin d'une situation à caractère sexuel particulièrement dérangeante ou outrageante. On a parlé également des mœurs. Alors, les mœurs, très souvent, ça renvoie à un ensemble de règles sociales préétablies ou alors à un ensemble de préceptes moraux qui sont admis par la société. Par la société. Alors, dites-nous juridiquement, que signifie outrage public à la pudeur? Alors, l'outrage public à la pudeur est cette situation des actes particulièrement scandaleux auxquels pourrait se livrer un individu, comme je le disais tantôt, à travers des écrits, des images, des chants ou alors quelque autre canal que ce soit, qui porte atteinte non seulement à l'ordre public, mais à toutes les règles de moralité et toutes les règles sociales qui sont commises soit en public, soit par tout canal atteignant un plus large public. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre l'outrage public à la pudeur, l'outrage public aux mœurs? Vous avez défini ces notions plus haut. Est-ce qu'il y a une différence entre ces expressions? Il y a effectivement une différence entre l'outrage public à la pudeur et l'outrage aux mœurs. Parce qu'il faut dire que l'outrage public à la pudeur a une connotation très souvent sexuelle. On parle des actes sexuels, des images à caractère sexuel et autres. Et pourtant, l'outrage aux mœurs, quant à lui, a trait à tout ce qui viole la moralité publique. Ça peut ne pas être nécessairement un comportement sexuel, mais ça peut être une attitude déviante, un habillement ou un accoutrement particulièrement déviant, ou alors des propos particulièrement déviants ou qui ne sont pas admis par la société. Là, il s'agit des mœurs qui nécessairement ne renvoient pas à une connotation sexuelle. D'accord. Un comportement intime entre adultes, lorsqu'il reste en lieu privé, est-ce qu'il est juridiquement différent du même comportement dans un espace public? Non, bien évidemment. Le comportement intime ou alors les rapports intimes ou relations intimes entre les individus sont encadrés et même protégés par la vie privée. Il n'y a pas de problème lorsque deux individus entretiennent des rapports intimes dans un cadre particulièrement privé, sauf si bien entendu... Deux adultes, bien entendu. Sauf si bien entendu, on est en face d'un défaut de consentement ou alors que les conditions sont de nature à porter atteinte à la susceptibilité ou à la sensibilité des voisins ou à troubler l'ordre public. Donc, dans un cadre purement privé, par deux individus adultes consentants, il n'y a pas de problème. Maintenant, lorsqu'on se retrouve déjà sur l'aspect public, où on se retrouve dans des circonstances de nature à toucher un plus large public, oui, à ce moment, il y a véritablement problème, parce que là,
On a l'ordre public qui est violé, on a les bonnes mœurs qui sont touchées, et on a également la pudeur publique parce que dans l'ensemble, les gens vivent un comportement auquel ils ne devraient pas assister et qui heurte leur sensibilité. Absolument. Alors la nudité, est-ce qu'elle constitue en elle-même une infraction ou alors c'est le contexte dans lequel elle est exposée qui peut être sanctionné? Évidemment que la nudité ne constitue pas une infraction. Vous êtes libre lorsque vous êtes chez vous d'aborder votre plus simple tenue ou alors votre tenue de naissance. La nudité en elle-même ne constitue pas un problème, mais maintenant c'est le contexte, comme vous le disiez, le contexte de la nudité qui pourrait faire problème. Si vous êtes nu chez vous ou bien dans un environnement privé, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais si plus tard on vous retrouve nu dans la rue ou alors au marché ou dans un lieu public, en ce moment, ça pose problème. Alors, et que prévoit donc la loi lorsque un comportement portant atteinte à la pudeur se déroule précisément en présence d'un mineur? Je souris un peu parce que je me dis, oui, on peut être nu chez soi. Oui. Et si ça se passe devant un mineur, qui peut être son enfant, est-ce que là, il y a problème? Alors, il faut prendre en compte un certain nombre d'aléas. Déjà, il faut prendre en compte le fait qu'il faudrait qu'il y ait un plaignant, parce que tout ce qui se passe en général dans un cadre restreint donne des difficultés à établir les éléments probants. Donc, il faudrait qu'il y ait un plaignant, ou alors au moins qu'il y ait quelqu'un qui devrait ou qui pourrait dénoncer ces faits. Et maintenant, il y a cet outrage-là, cet outrage en présence d'une personne mineure. Cet outrage en personne d'un mineur, parce que la personne du mineur doit être protégée. Le mineur est celui-là qui doit être protégé. Et donc, au-delà de la sensibilité et de la susceptibilité de toute personne, d'une personne adulte, il y a la protection qui est particulièrement encadrée autour du mineur, qui fait en sorte que le législateur est beaucoup plus répressif pour toute offense commise en présence d'un mineur. Donc oui, un outrage en présence du mineur est réprimé par la loi et est plus lourdement réprimé qu'un simple outrage à la pudeur privée ou alors public à la pudeur. Non, même si c'est votre enfant et que le fait est dénoncé, c'est sanctionné. Il faut dire que le fait que ce soit votre enfant ne vous donne pas tous les droits sur cet enfant. On parle souvent des libertés individuelles, il y a les libertés fondamentales qui font en sorte que l'enfant, de par sa seule naissance, de par sa seule qualité d'être humain, est protégé et jouit d'un certain nombre de droits, au rang desquels le droit à sa vie privée, le droit à l'éducation, le droit à la protection, le droit à la santé. Et parce que vous êtes son parent, vous ne devez pas violer ces droits qui lui sont des droits fondamentaux. Et lorsqu'on est en présence d'une telle violation, oui, si c'est dénoncé, il peut y avoir des sanctions à l'encontre des 10 parents. D'accord. Que dit la législation sur le droit au respect de la vie privée lorsqu'une personne est filmée dans un cadre intime? Il faut envisager plusieurs cas de figure. Il faut envisager plusieurs cas de figure, rien, parce que il est vrai que de plus en plus, on assiste à ce phénomène aujourd'hui de l'utilisation des outils, des téléphones, des caméras lors des rapports intimes. Tout ce qui se passe entre deux adultes, vraiment dans un cadre privé, n'engage et ne concerne que ces deux adultes. Alors, deux adultes qui décident d'avoir des rapports intimes et qui, dans le feu de l'action, ont décidé de prendre des photos, de prendre des vidéos, il n'y a pas de problème. Alors, le problème surviendra lorsque soit l'une de ces personnes n'était pas consentante, ou alors l'une des personnes consentantes au moment de l'acte et même consentante pour la prise de photos ou d'enregistrement, voit ces enregistrements diffusés. Ou alors voit ces enregistrements transmis à une tierce personne. À partir de ce moment, oui, c'est un acte répréhensible.
Vous avez parlé du consentement. Est-ce que ici, lorsqu'on donne son consentement, ça vaut automatiquement usage à volonté? On peut faire de ça ce qu'on veut, parce qu'on a accepté de se faire filmer ou enregistrer. Non, effectivement, nous avons eu, dans le cadre des procédures que nous suivons habituellement, nous avons eu ce cas de figure dans lequel une personne, et très souvent, malheureusement, c'est souvent les dames, qui ont consenti, soit par amour, soit pour toute autre raison, enregistrer leurs ébats, qui malheureusement ont assisté à la publication de ces ébats. Alors le consentement donné, soit pour l'acte lui-même, ou alors pour l'enregistrement subséquent, ne vaut pas publication, diffusion ou transmission à une tierce personne. Mais j'irai même d'ailleurs plus loin, parce qu'on a eu des cas de figure très récurrents d'ailleurs, où c'est l'individu plaignant, la plaignante elle-même, ou le plaignant, il arrive que ce soit aussi des hommes, que le plaignant ait lui-même transféré cet enregistrement, cette publication ou cette vidéo à une tierce personne, mais à titre privé. Alors, le fait de vous la communiquer, de vous l'envoyer, ne vaut pas autorisation de l'envoyer à une autre personne ou alors de la rendre publique. Que risque donc la personne qui diffuse sur Internet, par exemple, une image ou une vidéo intime sans l'autorisation de la personne concernée? Alors, aujourd'hui, le législateur a aménagé un certain nombre de dispositions d'instruments répressifs, non seulement à travers le code pénal, mais également à travers la loi de 2010 sur la cybercriminalité et la cybersécurité. Donc, toute personne qui se retrouve à diffuser les images à caractère privé d'une autre personne peut effectivement être poursuivie, soit par les dispositions relatives au code pénal, notamment les articles 264 et 263 et suivants, sur les différentes atteintes, les différents outrages, mais également sur la base des articles 74 et suivants de la loi de 2010, qui est beaucoup plus sévère en matière d'atteinte à la vie privée, d'atteinte à l'honneur et à la dignité d'une personne par voie des outils de technologie, de l'information et de la communication. Et si c'est une personne qui publie volontairement ces images, je dirais, intimes sur Internet, est-ce qu'elle est sanctionnée aussi? Et quelles pourraient être ces sanctions-là? Bien évidemment, la personne qui publie volontairement est sanctionnée parce que dans ce cas, nous sommes dans un outrage public à la pudeur. Ce n'est pas parce que c'est votre image, ce n'est pas parce que c'est votre propre nudité que vous devez la partager avec nous, et surtout que vous devez la partager dans une sphère bien assez large. Alors, en ce moment, il peut y avoir un outrage public, il peut y avoir un outrage aux bonnes mœurs, et vous allez vous retrouver soit dans des peines de prison allant entre 1 et 2 ans, parfois entre 15 jours et 2 ans, parfois plus sévère même encore, en fonction des circonstances particulières de la publication, ou tout au moins des personnes, de la qualité des personnes mises en cause. Il y a une différence juridique entre celui qui réalise la vidéo et celui qui partage, qui diffuse? Alors, le législateur n'a pas particulièrement distingué celui qui diffuse, celui qui publie et celui qui communique ailleurs. Parce que celui qui enregistre, il faut prendre des cas de figure bien précis. Alors, celui qui enregistre avec consentement ne tombe sous le coup d'aucune sanction. Il s'agit de 2 adultes qui ont décidé d'avoir des rapports intimes et qui ont décidé de les enregistrer. Il n'y a pas de souci. Mais celui qui enregistre sans le consentement
de l'autre personne, de l'autre protagoniste, oui, là, c'est un acte répréhensible et il peut être poursuivi pour cela. Maintenant, il peut y arriver que les deux parties soient consentantes à procéder à cet enregistrement, mais que l'enregistrement, malheureusement, tombe entre les mains d'une personne malveillante qui décide de la mettre sur la place publique, comme dans le cas d'espèces, dans les réseaux sociaux. Alors, beaucoup de gens ignorent que le simple partage en lui-même constitue déjà un délit. Parce que le législateur dit quiconque. Alors, en disant quiconque, il ne distingue pas l'individu originel avoir mis sur la place publique du second avoir relayé, ainsi que tous ceux qui par la suite ont participé, ont partagé à ce relais-là. Non, le législateur ne distingue pas. Lorsqu'il dit quiconque transmet, conserve, transmet et autres, vous voyez qu'il n'y a pas de distinction parce que certains ont l'impression, on entend souvent des gens dire non, c'était déjà dans les réseaux sociaux, alors j'ai partagé. Non, dès lors que vous partagez, parce qu'il s'agit de la nudité d'une personne et que vous partagez sans son autorisation, vous tombez sous le coup de la loi. Parce qu'il s'agit de la nudité d'une personne et que vous mettez sur la place publique et que cela touche aux bonnes mœurs et que cela pourrait être constitutif d'un outrage public à la pudeur, et oui, vous tombez sous le coup de la loi. Alors, il y a aussi ceux qui peuvent filmer et ces vidéos deviennent l'objet d'un chantage. Quelles sont les sanctions à ce moment-là? Non, bien évidemment, lorsque on est dans le cas du chantage, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le cyberharcèlement, les chantages que subissent certaines personnes, on leur demande de l'argent, sinon leurs vidéos seront mises sur la place publique ou diffusées dans les réseaux sociaux. Oui, ben ça, ce sont des menaces. Ça veut dire que vous avez la possibilité de poursuivre ces personnes lorsque vous avez les éléments de nature à établir la véracité de ces menaces-là. Vous pouvez les poursuivre et ils vont effectivement tomber sous le coup de la loi dans ce cas-là. Il faut dire également que dans ces circonstances, il arrive que lorsque les EPJ sont saisis d'une telle plainte ou d'une telle procédure, procèdent à des investigations allant jusqu'à saisir. Vous avez plusieurs mécanismes. Ils peuvent aller jusqu'à saisir les outils à travers lesquels ce chantage ou ce harcèlement est effectué. La personne qui subit également cet harcèlement peut demander le retrait, peut demander la suppression, la destruction de ces éléments qui portent atteinte à leur dignité. Ils peuvent demander d'ailleurs, si c'est dans les réseaux sociaux, ils peuvent saisir ces différentes plateformes pour solliciter le retrait de ces éléments qui touchent à leur vie privée et à leur intimité. Est-ce que selon vous, le cadre juridique camerounais est suffisamment adapté aux réalités des réseaux sociaux? Je ne dirais pas qu'il est suffisant parce qu'il faut dire qu'en matière juridique, on est dans une constante évolution parce que aussi bien le délinquant innove en matière d'infraction, en matière d'actes répressifs ou répréhensibles. De la même façon, le législateur doit s'adapter à ces circonstances et au fur et à mesure mettre sur pied des instruments normatifs pour pouvoir réprimer ces déviances-là. Mais déjà, il y a un travail qui a été accompli, il faut le saluer. Non seulement il y a le code pénal qui a assez légiféré là déjà, il y a également la loi de 2010 sur, je le disais tantôt, sur la cybercriminalité et la cybersécurité. Mais il y a également de nombreux auteurs qui commencent à enrichir la doctrine avec divers ouvrages sur la protection et puis la répression des infractions commises par voie de TIC. C'est l'occasion d'ailleurs de saluer l'ouvrage récemment commis par le magistrat Simplice Eboko, qui traite effectivement de façon approfondie des cas pareils, notamment des infractions et des poursuites des actes commis par voie des technologies de l'information
et de la communication. Alors, mais lorsqu'on sait que tout récemment, il y a des photos et des vidéos des jeunes filles qui ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux, alors quel message peut sortir, hein? Quel message adressez-vous aux internautes, notamment aux jeunes, sur l'usage responsable des réseaux sociaux et le respect de la dignité humaine? Alors, ce qu'il faut dire, pas aux jeunes seulement, ce qu'il faut dire de façon générale, c'est que les réseaux sociaux sont une aubaine. Les réseaux sociaux sont une aubaine pour cette génération, mais pourraient être également considérés comme un couteau à double tranchant. Si l'usage il est fait de façon efficiente, oui, ils sont bénéfiques, mais si on en fait un usage perverti, effectivement, on pourrait en subir les conséquences. Alors, je voudrais simplement interpeller les uns et les autres à un peu moins de naïveté et d'ignorance, à penser que parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on peut tout dire, on peut tout faire et on ne risque rien. Non. Toute infraction aujourd'hui peut être constatée même à travers les réseaux sociaux et il existe un cadre normatif qui réprime ces infractions. Dans tous les cas, pas seulement dans le cas des atteintes à la pudeur ou alors des différents outrages. Vous avez même la propagation de fausses nouvelles, vous avez les outrages aux races, à la religion et autres. Donc, c'est l'occasion de dire à chacun d'essayer d'être responsable dans l'usage qu'il fait des réseaux sociaux et de savoir que se réfugier derrière un écran et derrière un clavier ne nous met pas à l'abri des poursuites et ne pourrait pas nous mettre à l'abri d'éventuelles sanctions. Merci maître, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci pour ces enseignements et pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie et c'est toujours un plaisir d'apporter ma modeste contribution à l'édification des mentalités de notre société. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt.